minte din film. Difuzăm și ultima parte a filmului pentru a avea tabloul complet sau a avea filmul complet și asta pentru a putea cei din studio să-l comenteze, așadar filmul. Obliger le régime en place à réagir de façon brutale pour que l'opposition se révèle et que les forces populaires se mettent en action. Et à ce moment-là, le pays voisin, ami, intervient pour des raisons humanitaires, pour des raisons de politique. Ensuite, les forces amies se stabilisent, assurent la sécurité et enfin permettent l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement avec un chef d'État reconnu des gens de l'opposition. 20 décembre. Ceausescu appelle la population de Bucarest à manifester. Il rejette la responsabilité des événements de Timișoara sur les services de renseignement étrangers. Le lendemain, le pays tout entier découvre en direct à la télévision un Ceausescu déstabilisé par les cris de la foule. La figure patriarcale qu'incarnait Ceausescu a été complètement anéantie après le massacre de Timișoara. Tout le monde savait que c'était un dictateur et qu'il avait du sang sur les mains. Son image a complètement changé. Il avait à présent l'image d'un tueur, d'un assassin. À partir du moment où il a commencé à tuer son peuple, c'en a été fini de lui. Organiser une manifestation de soutien relevait d'un très mauvais conseil. Ou peut-être était-ce l'œuvre d'un service de renseignement qui lui a dit « Rassemblez le peuple, montrez que vous êtes encore populaire ». Et il a accepté. Environ une semaine après cela, à la suite de l'initiative du pasteur hongrois, des manifestations ont eu lieu à Bucarest et dans d'autres grandes villes de Roumanie. Ce n'était sûrement pas une coïncidence. Il y a eu convergence entre une révolution de palais et une révolution populaire à demi spontanée. 22 décembre. Les protestations se font de plus en plus véhémentes. Peu après midi, Ceausescu prend la fuite. Le colonel Rațiu téléphone au comité central. Iliescu lui répond. Iliescu m'a dit, comme si on se connaissait depuis toujours, « Écoute, Rațiu, connais-tu le général Stănculescu ?» J'ai répondu oui. « Prends une voiture, file au ministère de la Défense, au cabinet du ministre. Je t'y rejoindrai. On va tenir une conférence afin de créer une structure organisationnelle. Il faut rétablir l'ordre dans le pays. » Iliescu n'a jamais reparlé de cette conversation, ni du fait qu'à midi, il se trouvait au comité central. Après la fuite de Ceausescu, la foule assaille les bâtiments du comité central. Une étape décisive, nécessaire au succès de la révolution. J'ai réussi à le convaincre de quitter les lieux. Je l'ai fait partir en hélicoptère. Quand il m'a ordonné de faire intervenir l'armée, j'ai donné l'ordre inverse. J'ai dit aux troupes de se retirer. Et ces retards ont coûté cher en vies humaines. Mais en même temps, les gens ont vu que l'armée n'obéissait plus aux ordres de Ceausescu et ont commencé à crier « L'armée est avec nous ». À midi, le bâtiment était rempli de manifestants. À 17h, une demi-heure avant le discours d'Iliescu, le bâtiment fourmillait de gens de l'armée et de la sécurité. En quelques heures, nous avons perdu. La rue a perdu la révolution. Nous avons perdu la bataille. Un gouvernement provisoire voit le jour. Le Front de Salut National, conduit par Ion Iliescu. Dragi cetățeni, am avut o zi plină și grea. Au moment où j'ai demandé à Iliescu de venir au ministère de la Défense, je ne savais absolument pas qu'il avait été désigné, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, pour renverser Ceausescu et prendre la relève. Je n'ai entendu parler de cela que plus tard. Acțiunile diversioniste, teroriste, criminale, a grupelor de teroriști care vor să împiedice funcționarea noii puteri și să destabilizeze societatea noastră. Este o ultimă zvârcolire a acestei creații monstruoase a dictaturii antipopulare.
Afin d'attiser au sein de la population la peur des prétendus terroristes, on avance le chiffre de 60 000 morts. On en appelle à la population roumaine pour défendre la révolution contre les troupes fidèles à Ceausescu. Après la chute du régime, le procureur militaire Dan Voinea mènera une enquête. Après le 22 décembre 1989, il y a eu une manœuvre de diversion. Je m'explique. On a inventé des terroristes qui attaquaient soi-disant la population. En réalité, d'après nos recherches, ces terroristes n'existaient pas. À Bucarest, quand tout a commencé, la plus grande confusion régnait. L'armée avait commencé à distribuer des armes aux civils. De qui avait-elle reçu cet ordre, je l'ignore. On a ordonné d'occuper les hauteurs. Ainsi, les gens d'en haut croyaient que ceux d'en bas étaient les terroristes et inversement. Ils se sont donc entretués. Tant que la sécurité, au moment d'une révolution de ce genre, n'est pas complètement assurée, vous n'êtes pas certain que vous avez la population complètement en main. Ces tireurs isolés, ces snipers vont entretenir la terreur, vont maintenir la population dans un état d'esprit qui est celui de dire c'est le dictateur qui continue à intervenir, donc c'est la sécurité pour la Roumanie. Donc cette population va chercher à appuyer encore plus la révolution pour arriver à une libération complète et à une réalisation totale de l'élimination des dictateurs. Il faut entretenir une certaine insécurité jusqu'au moment où le nouveau gouvernement est en place. Mona Lisa. Mon livre s'intitulera Mona Lisa. Pourquoi? À cause de son sourire énigmatique. De moi aussi, on dit que je suis un homme énigmatique. Son rôle? Il a eu le rôle principal dans l'organisation du procès. Mon livre paraîtra en 2007. J'y dis beaucoup de choses que je ne peux pas dire encore. Il a convoqué le tribunal et il a organisé l'arrestation et l'exécution du dictateur et de sa femme. Targoviste. En décembre 1989, le procureur militaire Voinea est accusateur dans le procès Ceausescu. C'est ici que le procès a eu lieu. Je vais vous montrer la pièce où cela s'est passé. Vous entendrez différentes versions de l'histoire selon l'interlocuteur que vous aurez en face de vous. Mais si je me replace en décembre 1989, pour être honnête, le changement de régime en Roumanie n'était qu'une de nos préoccupations parmi d'autres. La réunification allemande nous importait également, tout comme le développement positif en Europe centrale, ou encore le sort de l'Union soviétique et de Gorbatchev, dont dépendaient encore de nombreuses choses. Il y a une alliance objective entre le KGB et la CIA. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir que ces deux services ennemis, et qui sont ennemis pour la vie, parce qu'ils ont été créés pour se battre l'un contre l'autre. Je sais qu'il y a eu de nombreuses discussions avec le gouvernement soviétique au sujet de la Roumanie. Notre point de vue sur la situation et nos intérêts n'étaient pas très différents. Vont s'allier en utilisant et en manipulant à la fois la population, les dissidents et les services de renseignement roumains pour faire tomber un dictateur qui est pratiquement le dernier rempart du communisme et de l'Union soviétique
au moment où vous êtes en train d'échouer.